France 1993. Les premières neiges arrivèrent plus tôt cette année-là, et avec elles, une peur silencieuse s'empara des villageois. Là, dans l'intérieur gelé du Massif central, chaque homme cultivait sa terre et faisait des provisions avant que tout ne gèle. Stocker, mettre à l'abri, fermer, survivre. Mais il a fait le contraire. Tandis que les autres fermaient leurs fenêtres à clé, il s'enfonça plus profondément dans la forêt. Pendant qu'il recouvrait les toits de bâches, il creusa un trou dans le sol. Cet homme mourra seul. Voilà, dit quelqu'un, sans colère, juste avec certitude. C'était en décembre, et il était seul, non par choix, mais par épuisement. La dernière fois qu'on l'a vu, il portait un sac de jute et disparaissait parmi les pins couverts de blanc. Il n'y avait ni maison, ni outils, ni soutien. Un seul plan. Construisez un abri secret, au milieu de la forêt, avant que la tempête de neige n'arrive vraiment, et elle était en route. Le village s'appelait Rochebrune, bien qu'il fût rarement mentionné ailleurs que dans les archives de la mairie. Une rangée de maisons de pierre, déformées par le temps, se serraient les unes contre les autres comme de vieux amis qui ne se parlent plus. En 1993, la crise économique consécutive au traité de Maastricht avait laissé son empreinte non pas sur des drapeaux, mais sur des portes closes, des étagères vides et des regards méfiants. Là-bas, la survie était un code. Personne n'a demandé. Personne n'a proposé. Les mesures nécessaires ont été prises. C'est pourquoi personne ne s'est interrogé lorsque Mathieu Delacroix, le fils discret de la couturière, est revenu après près de 2 ans d'absence. Personne n'a demandé où il était passé. Personne n'a voulu savoir. Il était parti après un incident discret, une erreur commise pendant son service militaire, lorsqu'il s'était endormi de garde et avait provoqué le gel d'un générateur. Il avait été renvoyé sans faire de vagues. Il était revenu moins expressif, moins bavard, moins présent, et avec pour seul bagage un sac en toile. Pas de fête, pas d'excuses, que de la neige. Dans les semaines qui suivirent, Mathieu tenta de se réinsérer. Il aida à couper du bois pour le père d'un voisin. Il répara le toit de la vieille école, désormais abandonnée. Mais quelque chose clochait. Une manière dont j'attendais des commandes, même quand quelqu'un a dit « merci ». C'était comme s'il vivait hors du temps. Puis vinrent les premières neiges, grands, prématurés. Pendant que les autres renforcèrent les serres et les cheminées, Mathieu vendit ce qu'il possédait, 2 vieilles bottes militaires, une couverture et une horloge cassée. Avec l'argent, il acheta une hache, une pelle en fer et une lampe à pétrole. Où comptes-tu construire ta cabane? Au milieu de tous ces arbres morts, s'est moqué quelqu'un à la foire. Il n'a pas répondu. Le lendemain, il partit avant l'aube. Pendant 3 jours, il ne revint que pour récupérer des cordes, quelques objets et une boîte d'allumettes qu'il avait demandé par amitié. Personne ne savait ce qu'il faisait. Certains disaient que c'était une cachette de chasse. D'autres pensaient qu'il voulait fuir l'État. Mais la vérité, personne ne le savait. Avec le temps, sa présence passa inaperçue et commença à devenir une nuisance. Une femme a refusé de lui vendre du pain. Un homme détourna le regard. Les enfants imitaient ses manières robotiques par derrière. Il n'a pas réagi. J'ai continué, de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce que ça cesse de revenir. Les rumeurs ont commencé. Il doit déjà être congelé. Ça va finir en nourriture pour les loups. Ces faibles ne durent pas. Mais il y avait quelque chose que personne n'a remarqué. La dernière fois qu'on l'a vu, Mathieu souriait. Le sentier qu'il suivit était ancien, emprunté par les chasseurs avant que la région ne devienne une réserve forestière. Au fond d'une vallée obscure, parmi des arbres tortueux, il choisit l'endroit. Il n'y avait aucun abri naturel, seulement une terre dure, gelée et hostile. Mais pour lui, c'était suffisant. Parce que ce n'était pas une évasion, c'était une construction. Il creusa avec la pelle en fer. La terre, mêlée de racines gelées, résistait. Mais Mathieu persista. Pas de couverture thermique, pas d'isolation, pas de chauffage, du bois, de l'argile, de la mousse et du feu, tout simplement. Comme si l'hiver pouvait être dupé par la patience. Il dormait sur des feuilles mortes. Il allumait de petits feux avec le peu d'huile de sa lampe, et puis il creusa de nouveau. Trous, fissures, tunnels, chambres, pas de clous, pas de poutres, juste des racines, de la boue et le silence. Il y a eu des échecs. Les entrées s'effondrent. Infiltration, plafond fissuré. Mais il a tout arrangé. Le temps était mesuré par le gel, et non par les jours. Je le savais. Quand les troncs d'arbres craquèrent la nuit, la tempête de neige allait arriver. Dans le village, il était déjà tombé dans l'oubli.
à l'exception d'un garçon, le fils d'Hélène, l'institutrice qui a cessé d'enseigner à la fermeture de l'école. Il suivit les traces. Un jour, il laissa une pomme gelée sur un tronc d'arbre. Le lendemain, il la laissa de nouveau au même endroit. Mathieu la vit. Il attendit que le garçon s'en aille, et il ramassa silencieusement le fruit. Ce geste a changé quelque chose, ni le regard, ni le rythme, mais respirer. Il soupira. Le 8e jour, le ciel devint blanc et opaque, peu éclatant. La tempête a commencé. Flocons brutaux, silencieux, constants. L'abri n'était pas encore prêt, mais Mathieu sortit, bien qu'il fût fatigué, avec de l'écorce d'arbre et de la mousse sur les épaules. Chaque étape, une lutte. Il essaya d'allumer le feu. Il échoua. Il réessaya. Il a décroché. Mais la fumée ne sortait pas. Il a fait un trou dans le plafond avec une branche creuse. Il a improvisé. Ça a marché. Le lendemain matin, il y avait des empreintes de pas. Petites. Au lieu d'une pomme, un morceau de tissu avec 3 allumettes. Il l'a gardé. Et pour la première fois, il laissa une pierre en guise de signe. Dans le village, les conversations reprirent. Est-il encore en vie? Il finira par appeler à l'aide. Mais personne n'empruntait le sentier. Pendant ce temps, Mathieu révolutionnait le silence par la patience. Boue en fusion avec des braises. Des cendres au sol pour lutter contre l'humidité. Les espaces entre les branches permettent à la formation de condensation. Chaque tentative est un test. Chaque erreur nécessite une correction. Le 4e jour de la tempête de neige, le feu s'est éteint. Plus de bois de chauffage sec. La température a chuté. Si j'étais endormi, je ne me réveillerais pas. Il s'est éteint, presque aveugle. Il a abattu un arbre mort. Il est tombé. Il est tombé. Il rit en lui-même. Et ça a recommencé. Le froid a plusieurs facettes. D'abord les os, ensuite les pensées, enfin l'instinct. Le 12e jour, il commit sa première grosse erreur. Il est sorti chercher de la neige. Il a laissé l'entrée ouverte. À mon retour, tout était blanc. L'entrée a disparu. L'arbre, le tronc, le panneau, enterré. Pas de pelle, pas le temps. 30 degrés. Il fait plus sombre. Il commença à creuser à main nue. La glace était coupante. Mes doigts saignaient. L'abri, qui était autrefois un refuge, était désormais un piège. Mathieu s'arrêta. Il s'assit dans la neige. Il ferma les yeux. S'il dormait là, il mourrait. Si je creusais dans le mauvais sens, je détruirais l'entrée. S'il se tenait debout, son corps gèlerait de l'intérieur. La décision, comme toutes les précédentes, a été prise discrètement. Mathieu se leva. Il ramassa une des braises encore incandescentes qui se trouvait à l'intérieur de la petite boîte métallique qu'il utilisait comme protection contre le feu, et il la jeta violemment au sol. La fumée s'éleva. Et puis, une fissure est apparue. Mais, dans le ciel, Mathieu creusa avec ses coudes, ses avant-bras et sa poitrine. Il déchira l'entrée de tout son corps. Il se glissa à l'intérieur, emportant la neige avec lui. La chambre céda légèrement, humide, instable. Mais elle était vivante, et lui aussi. Les conséquences se sont fait sentir le lendemain. Le sol de l'abri était trempé. La paille commençait à pourrir. Le feu a mis du temps à se propager. Mathieu n'avait plus la force de tout recommencer. Elle s'endormit debout, le front appuyé contre le mur de boue, sentant l'humidité lui remonter lentement le long du dos. C'est alors que le son est apparu. Un cri. Faible. Faible. Dehors. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. C'était un enfant. Il grimpa avec difficulté. La neige avait un peu reculé. Le sentier portait de petites traces de traînées. C'était le garçon, le fils d'Hélène. Il était à genoux, les bras serrés contre son corps. Ses joues étaient rouges comme des tomates. Ses yeux étaient mi-clos. Il s'était perdu. Il avait essayé de laisser quelque chose derrière lui. Peut-être d'autres allumettes, peut-être un mot. Mais il avait été pris au dépourvu par la tempête. La forêt observait en silence. Mathieu n'a pas hésité. Il a tiré le garçon. Elle le portait dans ses bras. Il descendit prudemment. L'abri était glacial, mais quand même, c'était mieux que de mourir dehors. Il déposa le garçon sur la paille humide. Il le recouvrit de son propre manteau. Il alluma le feu avec la dernière allumette qui restait sur le tissu. Il a soufflé pendant des minutes, jusqu'à ce que les flammes apparaissent. Vie. Pour la première fois, 2 cœurs battaient à l'intérieur. Et cet espace, auparavant simplement fonctionnel, est devenu un véritable refuge. Mathieu n'a rien dit, le garçon non plus. Mais alors que la chaleur commençait à envahir la pièce, le garçon serra fermement son poignet, et il s'endormit. Dans le village, personne ne savait où ils étaient. Hélène Corava,
3 hommes se sont portés volontaires pour aller dans la forêt. L'un d'eux est revenu après 100 mètres. Un autre a dit qu'il était trop tard. Le troisième hésita. C'est l'enfant qui est revenu, 3 jours plus tard, seul, marchait lentement, avec un manteau trop grand jeté sur les épaules. Il s'arrêta devant sa porte d'entrée, et il a simplement dit « Il est vivant ». Le bois brûlé avait laissé des traces noires sur le plafond de l'abri. Au fil des jours, les murs semblaient se rétrécir. Ce n'était pas la structure qui posait problème, c'était l'épuisement. L'abri a tenu bon, mais Mathieu commençait à flancher. Le garçon était retourné au village, et Mathieu se retrouva seul. Mais quelque chose avait changé. Il ne construisait plus seulement pour lui-même. Cette structure, auparavant invisible, avait été observée, et c'est ce qui la rendait réelle. Mais la plus grande épreuve restait à venir. Aux premières heures du 20e jour, la tempête finale commença. Ce n'était pas une tempête de neige ordinaire. Le vent hurlait comme si la forêt avait une voix. Au loin, des troncs d'arbres se brisaient. La neige tombait par plaques, et non en flocons. La température a chuté, 38 degrés Celsius. L'abri tremblait. Des fissures apparaissèrent dans les murs. Le toit s'est affaissé sous le poids de la neige accumulée. Mathieu le savait. Il ne s'agissait plus de maintenance. C'était une résistance absolue. Avec sa pelle usée, il renforça la base extérieure de couches de glace compressées. Il colmata les fissures intérieures de son propre corps. Il jeta des cendres sur les murs. La poussière absorba l'humidité. Mais l'air commença à se raréfier. La cheminée de fortune était gelée. La fumée revenait. Et avec lui, le risque d'asphyxie. Le corps épuisé et les yeux brûlants, Mathieu prit une décision désespérée. Il ouvrit l'entrée. Il s'est éteint. La forêt était un mur blanc, sans direction. Je suis là. Il marchait par instinct. Il grimpa sur un tronc d'arbre, cassa le haut de la cheminée avec une branche sèche, versa le peu d'alcool contenu dans la lampe et l'alluma. Une colonne de chaleur et de fumée déchira le ciel opaque. L'abri respirait à nouveau. Mais Mathieu, non. En descendant, il a glissé. Il est tombé. La jambe a violemment heurté une racine gelée. L'os s'est fracturé. Il a hurlé, non pas à cause de la douleur, mais par rage. L'abri a été sauvé, mais il ne pouvait plus marcher. Il s'est traîné sur plusieurs mètres. L'entrée semblait aussi loin qu'une ville. Chaque mouvement était une négociation avec le corps. La chambre l'attendait, chaude, vivante. Mais il n'y avait plus de place pour une seule erreur. C'est alors, à la frontière entre lucidité et effondrement, qu'il entendit quelque chose. Mesure. Pas de la forêt. Humain. Mais, il y a encore de la fumée. 3 hommes apparurent dans la clairière. L'un d'eux était celui qui avait hésité quelques jours auparavant. Un autre, le grand-père du garçon. Le troisième, celui-là même qui avait ri il y a des semaines. Mathieu n'a rien dit. Il n'a pas demandé d'aide. Il a simplement tendu le bras. Il s'accrochait à la branche qui lui avait permis de ramper, et l'homme qui s'était moqué tenait l'autre camp, sans voix, aucune dette. Ensemble, ils descendirent jusqu'à l'abri. À l'intérieur, ils restèrent silencieux. L'aîné observa tout et dit simplement « Ceci est plus solide qu'il n'y paraît ». Mathieu n'a pas répondu. Il baissa simplement les yeux, et elle sourit. Bref, contenu, réel. Le retour de Mathieu au village ne provoqua aucune agitation. Il était discret, comme votre départ. Un enfant qui court. Une femme agenouillée en silence le regardait arriver, soutenue par 2 hommes. Pas de fête, pas de discours. Il a été déposé devant la maison de sa mère. L'abri, cependant, n'a pas été abandonné. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit. L'abri a résisté à la tempête de neige. Il fait plus chaud que dans les maisons équipées de poêles. Peut-être, savait-il ce qu'il faisait? Les visites ont commencé. Curieux. Ensuite, ceux qui sont dans le besoin. Un homme avec sa jeune fille. Un couple avec un bébé. Des familles sans bois de chauffage. Maisons immergées. Mathieu, désormais appuyé sur des béquilles, indiquait le chemin. Il n'a pas donné d'explication. Il n'enseignait pas. Cela s'est seulement affiché. Le refuge n'est plus un secret. C'est devenu un dernier recours. Une nuit, un léger coup. C'était lui. Quelle rigolade. Ce dont il s'était moqué. Mains bandées, les yeux baissés. La cheminée est tombée en panne. Ma femme ne se réveille plus. Elle tremble tout simplement. Et le garçon, il ne parle plus. Mathieu n'a pas répondu. Il a simplement fait un geste. Le lendemain, le refuge était occupé. Et Mathieu dormait dehors. Son nom est Sob, avec un sourire serein. L'hiver est passé, lentement, absent. La neige a fondu. Et l'entrée ne se contentait pas de continuer. L'abri n'a pas été démantelé.
même pas fêté. Il a été maintenu. Il a servi beaucoup de monde. Mathieu reprit le cours de sa vie. Ça a aidé. Il l'a construit, sans rien demander. Et un jour, le garçon demanda « Pourquoi avez-vous creusé ici ?» s'il disait que c'était impossible. Mathieu regarda la forêt, par terre, le ciel, et il a répondu « Parce que personne ne prêtait attention à cet endroit. Et cela suffisait. Certains construisent des maisons, d'autres construisent des abris. Et parfois, quand tout gèle, c'est dans le vide que quelqu'un a creusé. Que la vie trouve l'espace pour continuer. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, imaginez la suite. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car il y a encore beaucoup d'histoires à découvrir.